Bonjour et bienvenue à cette édition de À télécharger. Je suis votre hôte Dave Richardson et c'est une émission super spéciale des mardis de Stu. Stu, chaque année, je décris cet épisode comme quand nous étions enfants et que c'était la veille de Noël et que nos parents nous disaient que le Père Noël allait venir pendant la nuit. Alors, vous êtes assis dans votre chambre à coucher avec vos frères et vos sœurs pour toute la nuit. Vous finissez par vous endormir, mais vous vous réveillez à 5 heures du matin et vous passez 2 ou 3 heures à essayer de faire sortir du lit vos parents pour que vous puissiez enfin aller ouvrir les cadeaux. Et pour vous, c'est exactement ce que sont les rapports des banques. Et parce que j'en voulais tellement à mes parents de ne pas se lever quand nous étions tous prêts à ouvrir les cadeaux, nous avons décidé de faire cette émission le lundi au lieu du mardi pour avoir un jour d'avance. Alors c'est pour dire comment ça vous excite tout ça, je le sais. Oui, c'est toujours une semaine passionnante. Certaines publient le revenu à 5h30 du matin. Alors, je me verse un verre de lait de poule et je me mets dans l'ambiance des fêtes. La semaine dernière, toutes les banques ont publié leurs résultats, des chiffres plutôt raisonnables. Les actions se sont nettement améliorées au cours des 6 à 9 derniers mois. Nous venons de passer en revue certaines statistiques, les revenus nets d'intérêt par exemple, et de nombreuses banques ont augmenté un peu leur marge nette d'intérêt. La croissance des prêts n'a toujours pas été très satisfaisante, et puis les revenus de commission ont été à bien des égards assez bons. Les marchés des capitaux, les activités liées au marché et celles orientées vers l'investissement. Les revenus sont donc corrects, et puis il faut toujours parler des provisions pour crédit. Nous en avons déjà parlé, la comptabilité a changé ces derniers temps. Les banques constituent des provisions sur ce qu'elles appellent les prêts douteux, mais aussi sur ce qu'elles appellent les prêts productifs. Les provisions sur les prêts productifs sont en grande partie déterminées par des modèles. J'ai une attente ou une gamme de résultats que je vois pour l'économie et je dois mettre de l'argent de côté pour ces attentes. Ensuite, lorsque j'ai un prêt douteux qui commence à se détériorer, il se peut que je prenne une provision pour ce prêt douteux, mais il se peut aussi que, voyant que l'économie commence à aller un peu mieux que ce que je pensais, je décide d'y aller avec certains de mes prêts productifs. Alors, il arrive que les deux se recoupent. Au cours du dernier trimestre, les créances douteuses nous amènent à voir que les consommateurs sont confrontés aux défis liés à la hausse des taux d'intérêt. Mais en même temps, à mesure que les taux baissent et que certains de ces scénarios sur l'avenir changent, nous n'avons pas vu autant de pertes sur les prêts productifs que d'habitude. La comptabilité a donc changé, de sorte que les provisions pour crédit ne sont plus soumises à cette alternance de périodes de vaches grasses et de périodes de vaches maigres. Et alors que nous sommes ici aujourd'hui, en 2025, il est probable qu'une certaine amélioration se poursuive au cours du second semestre de cette année. Les données économiques canadiennes ne sont pas excellentes. Le taux de chômage s'élève à 6,8%. Les hypothèses sont peut-être de l'ordre de 7%. Alors oui, on est toujours en dessous de l'hypothèse, mais ce n'est toujours pas une période robuste pour le consommateur. Les taux baissent, mais il y a encore un peu de pression sur le renouvellement des prêts hypothécaires, même là où nous sommes aujourd'hui. L'économie canadienne est un peu mal en point. Il est probable que la Banque du Canada réduise à nouveau ses taux d'intérêt. Et le point positif, s'il y en avait un, c'est que tout comme l'économie canadienne a réagi fortement à la hausse des taux d'intérêt, il faut espérer qu'elle réagira à des taux d'intérêt légèrement plus bas l'année prochaine. Cela soulève toutes sortes de questions, en tout cas pour moi, notamment sur ces deux types de provisions pour pertes sur prêt. En tant que gestionnaire de portefeuille, vous avez des analystes qui travaillent avec vous et vous essayez de comprendre où vont les bénéfices dans toutes les grandes banques canadiennes.
Est-ce un domaine sur lequel vous vous concentrez, en particulier lorsque vous exécutez vos propres modèles pour essayer de comprendre où ces provisions pour perte sur prêt vont se situer d'un trimestre à l'autre, mais plus important encore d'une année à l'autre et dans l'avenir? Ou bien avez-vous un ensemble d'hypothèses globales sur la rentabilité de la banque et tout s'arrange au moment où vous arrivez à ce niveau? Avez-vous une compréhension spécifique des provisions? Eh bien, les banques vous disent assez bien ce qu'elles pensent être les provisions. Vous n'allez pas nécessairement les croire sur parole, mais vous passez beaucoup de temps à vous demander quelles ont été leurs provisions par rapport à ce qu'elles ont dit. Si elles sont conformes à ce qu'elles ont dit, cela signifie que le crédit évolue dans leurs livres de la même façon. Si c'est bien pire, c'est qu'il se passe quelque chose à l'intérieur du livre et nous devons nous en préoccuper davantage. Et si la situation est meilleure, il faut se pencher sur les conditions de l'opération. Dans quel domaine est-ce mieux? L'autre chose que nous surveillons, c'est si ces pertes sur prêts productifs sont basées sur ce que la banque pense qu'il va se passer. Si tout d'un coup une banque mettait en avant une énorme perte sur un prêt productif, vous devriez leur demander ce qu'ils voient que vous ne voyez pas. Pourquoi cette intervention? Et parfois, il y a des changements de modèle, mais parfois les choses pourraient empirer un peu. Donc, il faut se constituer une provision à l'avance. Ce n'est pas ce que nous observons actuellement, je le dire tout de suite. Nous constatons des niveaux plutôt bénins des provisions pour perte sur prêt. Il s'agit donc de ces deux catégories. Un prêt qui est devenu mauvais est appelé une perte sur prêt douteux et une perte sur prêt productif est une perte sur laquelle nous faisons des prévisions pour l'avenir. Très bien. Et puis, évidemment, ce qui se passe dans l'économie sous-jacente joue un rôle important. La Banque du Canada a abaissé ses taux de manière assez agressive. Les taux à plus long terme ont baissé. Ils sont remontés un peu, puis ils sont redescendus. Au cours de l'année à venir, les taux à court terme, fixés par la Banque du Canada, devraient baisser de manière assez significative et les taux à long terme devraient être stables, voire un peu plus bas. On assiste à une accentuation de la courbe. Dans ces conditions, s'agit-il d'une économie ou d'une courbe de rendement vraiment excellente pour les banques? Ou bien est-ce le fait que les taux baissent si rapidement et que cela indique sur la faiblesse de l'économie elle-même qui est mauvaise pour la banque? Vous voyez où je veux en venir. Comment tout cela se présente-t-il lorsque vous vous projetez dans l'avenir, dans 12 mois? Qu'est-ce qu'il faut vraiment pour regarder, pour savoir ce qui va se passer avec les banques? L'idéal est que la courbe de rendement ait une pente positive, car c'est la façon dont le marché obligataire indique que l'économie va croître. Je veux être payé pour une prime de terme. C'est un environnement plutôt favorable pour les banques. Souvent, lorsque vous voyez ces graphiques, au moment où la courbe de rendement redevient positive, c'est-à-dire lorsque l'économie est dans les derniers stades de son malaise, et une fois que le marché obligataire dit que la politique monétaire va fonctionner et que les rendements à plus long terme commencent à remonter un peu plus haut que les taux à court terme et que vous obtenez une pente positive dans la courbe de rendement, c'est assez bon pour les banques en termes de prêts et tout le reste. C'est donc généralement un environnement un peu plus favorable pour les banques. Nous pouvons également observer la courbe de rendement au Canada. Une obligation à 2 ans est en fait une obligation à 1 an plus une obligation à 1 an dans 1 an. Il est donc toujours possible de désagréger les taux d'intérêt et lorsqu'on regarde vers l'avenir, on constate que la pente est un peu plus forte que celle de la courbe de rendement actuelle. Cela nous indique donc que l'environnement est susceptible de s'améliorer un peu, si vous me suivez. Oui, bien sûr, les baisses de taux d'intérêt ont donc un effet. Nous avons déjà évoqué le fait que l'économie canadienne est relativement sensible au mouvement des taux d'intérêt en raison de la façon dont la dette est structurée et en particulier les prêts hypothécaires pour les consommateurs. Ces taux plus bas vont, à un moment donné, commencer à faire sentir leurs effets, on l'espère au moins.
Si l'économie américaine se maintient, ce qui est l'autre élément important en raison de notre lien avec elle, alors les choses pourraient en théorie devenir décentes. Est-il juste de dire que les banques ne sont qu'un instantané de l'ensemble de l'économie canadienne en général? Ou bien y a-t-il beaucoup plus de choses qui se passent dans les bilans des banques et dans leurs autres activités commerciales qui font que ce n'est plus le cas? En fait, une grande part des activités d'une banque consiste à injecter des prêts personnels et commerciaux dans l'économie nationale, donc vous allez certainement le ressentir. C'est toujours dans les marges que se joue une partie de la performance relative à plus court terme. Nous avons parlé des tarifs douaniers il y a quelques semaines. Sur le marché boursier canadien, il n'y a pas une seule grande entreprise autonome qui soit nécessairement touchée par les droits de douane, mais si nous nous retrouvons dans une situation tarifaire plus négative, cela va se répercuter sur toutes les entreprises au Canada, ce qui va se répercuter ensuite sur toutes sortes d'activités commerciales auxquelles les banques sont exposées. Vous avez raison, elles sont définitivement exposées à l'économie dans son ensemble. La prochaine fois, j'inviterai Éric Lasselle pour nous dire ce qui va se passer le jour où nous allons devenir le 51e État américain. Ce sera pour une autre fois. Mais c'est tout. Autre chose étonnante, l'endroit où le rendement est le plus élevé. On parle de l'évolution des courbes de rendement et de l'économie qui pourrait être favorable aux banques. Or, il se trouve que l'année dernière, nous étions dans un environnement où la courbe de rendement était encore inversée, les taux d'intérêt à court terme étaient élevés, et pourtant les banques se sont toutes bien comportées, tant sur le plan des résultats que sur celui des actions. Il s'agit de deux choses distinctes à court terme, bien sûr, mais comment les banques ont-elles pu s'en sortir aussi bien dans cet environnement au cours des 12 derniers mois? En partie, un changement dans la valorisation. La particularité du marché boursier à court terme est que de très petites variations des bénéfices peuvent générer un rendement plus important à court terme. Car si les gens ont confiance dans les bénéfices, la valorisation peut souvent augmenter. Je profite et de la croissance des bénéfices et de la variation de la valorisation. Sur le long terme, nous avons tendance à obtenir une croissance des bénéfices et des dividendes. Nous venons de traverser l'une de ces périodes uniques où, il y a 12 mois, la valorisation était très basse et où elle est maintenant revenue à la moyenne. Peut-être même un peu au-dessus, mais en général dans la moyenne. Alors ce passage d'une valeur inférieure à la moyenne à une valeur moyenne a donc été une source de rendement supplémentaire en plus des dividendes. Oui, c'est vrai. C'est l'une des choses que j'ai expliquées dans tous mes discours à travers le Canada. Et en passant, je remercie tous ceux qui sont venus assister aux événements cette année. J'ai eu une autre année phénoménale de participation, c'est tout. Un jour, je vais vous inviter avec moi et nous aurons des millions de personnes au lieu des dizaines que moi j'arrive à attirer. Mais c'est tout ce dont vous avez parlé à plusieurs reprises sur ce plateau. Et j'aime toujours vous piquer des citations. Ne vous inquiétez pas, j'ai mentionné votre nom au moins une ou deux fois, mais vous avez dit que l'inflation atteint son maximum et que 12 mois plus tard, les taux d'intérêt atteignent le leur. Nous parlons ici de taux d'intérêt qui sont fixés sur le marché. Nous avons mis en évidence le Trésor américain à 10 ans qui a atteint son maximum au cours de la première semaine d'octobre 2023. Et encore 12 mois plus tard, on s'attend à ce que les bénéfices et l'activité économique atteignent leur niveau le plus bas. Autre formule que je vous ai empruntée, c'est tout le fameux long nez du marché boursier qui se met à renifler. Vous regardez le mois d'octobre dernier et vous vous demandez pourquoi le marché boursier a entamé cette incroyable course vers la fin du mois d'octobre 2023. Eh bien, cela s'est fait un an avant la date à laquelle nous nous trouvons actuellement. S'il s'agit du creux de l'activité, une fois le creux atteint, par définition, les choses ne peuvent aller que dans une seule direction, c'est-à-dire vers le haut. C'est l'un des aspects du marché que les investisseurs doivent comprendre. Toute plaisanterie mise à part, ce long nez est assez efficace pour flairer ce qui se profile à l'horizon, n'est-ce pas? Oui, c'est tout à fait exact. Et ces attentes évoluent. L'un des éléments dont nous avons parlé
est l'indice de surprise économique. C'est drôle, vous parliez de la nuit de Noël et j'ai une belle anecdote sur les attentes. Je me souviens que je mourais d'envie de recevoir un jeu de hockey. Vous savez, ceux qui ont des tiges de chaque côté qu'on peut tirer. Et il y avait cette grosse boîte à côté du sapin, et je n'arrêtais pas de demander à ma mère « Est-ce que c'est mon jeu de hockey? » Et bien sûr, elle évitait de me répondre. Disons qu'elle n'a rien fait pour tempérer mes attentes. Et le matin de Noël, quand j'ai ouvert le paquet, eh bien, c'était un piano. Un beau cadeau, certes, mais pas ce à quoi je m'attendais. Ce moment de Noël, disons, n'a pas été mon meilleur. Ma déception à l'égard du piano l'a emporté sur le jeu de hockey, si je puis dire. Mais la même chose s'est produite au cours des 12 derniers mois en ce qui concerne l'économie. Il y a 12 mois, les attentes des gens concernant l'économie étaient assez faibles. Au fur et à mesure que les données sont arrivées et qu'elles se sont révélées un peu meilleures que cela, la période a été très positive. Depuis un mois environ, les économistes ont revu leurs prévisions à la hausse et certaines données ont été solides, mais pas nécessairement plus fortes qu'un changement de prévision. Et nous avons vu cela se répercuter sur le marché obligataire. Ce processus de plafonnement des taux a connu quelques hauts et bas. Il y a un mois environ, les taux américains à 10 ans ont recommencé à baisser et cela correspond au moment où certaines de ces données ont commencé à être encore fortes, mais pas meilleures que ce que l'on attendait, en réalité. Oui, le fameux indice de surprise, comme vous le dites, correspond à ce que nous attendons un an après le pic des taux. Je suppose que nous attendons des signes. Les rapports sur l'emploi au Canada et aux États-Unis sont satisfaisants. Ils dépassent un peu les attentes dans les deux cas, mais avec beaucoup de bruit et un taux de chômage qui continue d'augmenter. Nous attendons donc au cours des prochains mois, avec la baisse des taux, un début de reprise de l'activité économique, en particulier au Canada et aux États-Unis, sur les marchés de l'emploi. Oui, vous avez tout à fait raison. Alors, Stu, il nous reste encore quelques épisodes avant les fêtes de fin d'année. Nous prendrons probablement quelques semaines de congé, puis nous passerons à l'épisode de bilan de l'année, avant d'entendre les prévisions passionnantes de Stu Kedwell en janvier. Je connais bien Stu. Il n'avait pas reçu son jeu de hockey cette année-là, il avait reçu le piano, et aujourd'hui, ce qu'il demande depuis des années à sa femme, c'est une boule de cristal pour prédire l'avenir des marchés boursiers. Il veut être encore meilleur pour gérer votre argent. C'est peut-être cette année que Stu recevra sa boule de cristal pour Noël. Et si c'est le cas, vous voudrez écouter notre premier épisode au début du mois de janvier pour savoir ce que Stu et la boule de cristal ont à dire pour la nouvelle année en matière d'investissement. Et c'est pourquoi vous devez vous abonner à cette balado, quel que soit l'endroit où vous l'écoutez. Aimez-nous sur YouTube, parce que nous sommes maintenant en vidéo. Faites des commentaires sur nos coiffures, c'est la période de l'année pour le faire. Donnez-nous des idées pour nos résolutions du nouvel an. Je dois perdre du poids, je sais, et vous l'aurez remarqué sur les vidéos. Stu, lui, est en pleine forme, il fait de l'exercice tous les jours. Mais abonnez-vous, donnez-nous une critique de 5 étoiles et faites en sorte que les responsables du marketing soient contents de nous. Stu, encore un excellent épisode. Je suis content que vous ayez traversé cette période de l'année sans trop vous énerver. Vous semblez assez calme. Nous nous réjouissons de vous revoir la semaine prochaine. Très bien, merci Dave. Cet enregistrement a été fourni par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. à des fins d'information seulement et ne constitue pas un conseil de placement ou un conseil financier. Vous devriez consulter vos propres conseillers juridiques, comptables, fiscaux, en placement ou en planification financière avant d'effectuer toute opération.